bonsoir, enfin bonjour, excusez-moi. Vous connaissez le protocole, hein, enregistrer la veille au soir, le temps de le mettre en ligne. Mais enfin bonjour, bienvenue dans cette dernière semaine, ce jour 15 de cette aventure collective en terra incognita, une semaine qui va être très riche. Vous l'avez vu depuis hier, on accueille un grand chef crew qui s'appelle David. Et David est vraiment à fond pour inventer des super recettes. Et je peux vous dire que à midi, on a dégusté sa raw bûche de Noël, sa bûche de Noël crue. Et c'était somptueux. Et surtout une bûche de Noël dans laquelle il n'y a aucun produit gras mélangé avec des fruits. C'est que des fruits. Vous comprenez bien, il n'y a pas, je ne jette pas l'opprobre sur les produits gras. Par contre, le mélange gras-fruits est une véritable bombe au niveau digestif. Et c'est une catastrophe au sens propre du terme. Et là, une bûche de Noël, mais vraiment qui n'a rien à envier, vraiment une bûche de Noël pâtissière, qui est satisfaisante au possible, et qui est mais facile à digérer. Pourquoi facile à digérer? Simplement parce que elle est composée des produits qui sont normaux pour notre corps. C'est-à-dire que on en vient encore à se demander pourquoi en mangeant des cailloux, on a des problèmes digestifs. Ben, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça qui se passe. Et donc là, on va composer tout un repas de Noël. Là, cette semaine, on va pas mal filmer par rapport à ça. Pour les personnes qui rejoignent les vidéos, là, actuellement, durant ces 3 semaines, sachez que c'est un régime un peu particulier que ces 3 semaines. C'est pas le reflet de comment ça se passe d'habitude. Là, il y a différents thèmes qui sont abordés. En seconde semaine, on est parti vraiment pour toucher le cœur émotionnel, spirituel de la démarche. Là maintenant on va être plus dans les recettes, je vous l'avais dit, il va falloir penser à redescendre, mais là on va se réincarner. Et là aujourd'hui, tenez, j'avais envie de se faire un petit question-réponse au coin du feu, là, un petit question-réponse des familles. Je sais pas combien j'ai de temps, on va voir, j'ai de la batterie, j'ai de la carte mémoire, ouais, tout va bien. Donc on est un peu calé, il fait bon, j'ai fait chaud, tranquille, le poêle est bien chargé, commence à faire nuit, et là j'ai un gros petit stock de questions, de remarques, d'appréciations que j'avais envie de partager avec vous. Voilà pour ce principe-là des questions-réponses qui, je sais, est très aidant, dans lequel finalement on est toujours la même chose, on est en train de porter différents regards sur le fonctionnement du corps humain, des regards qui se complètent et qui ne s'annulent pas. C'est vraiment arriver à avoir une pensée qui soit globale et holistique et non pas une pensée excluante. Actuellement, on a souvent des modes d'approche scientifique rationnelle qui sont excluants. C'est-à-dire que quand on trouve une nouvelle hypothèse, un nouveau modèle, eh bien, il serait censé annuler le précédent. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement puéril et surtout, c'est faux. C'est faux parce que pour appréhender le réel, il nous faut énormément de modèles, il nous faut énormément de regards. Il nous faut une expérience directe aussi, alors là qui n'a rien à voir avec les modèles. Mais pour que nos modèles soient justes, il faut souvent qu'ils soient nombreux. Et donc au travers de ces questions-réponses vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On explore de nombreux modèles. Je change un peu le cadre. Donc là on est parti pour de nombreux modèles. J'avais pas vraiment d'annonce à faire dès le début. Si, je suis très touché, je vous le dis, enfin je le dis pas assez souvent, mais je suis très touché des messages qu'on reçoit, des messages de remerciement, des messages de pur remerciement. Ça fait très plaisir quand quelqu'un nous écrit, pas pour nous demander quelque chose, mais pour nous remercier. En tout cas moi, ça me fait très plaisir, c'est mon côté un petit peu vieux jeu. Et donc quand j'ouvre la boîte le matin et puis que je vois des tas de messages de remerciements spontanés qui ne demandent rien, qui n'attendent rien, juste pour dire voilà, on s'est mis en branle, on a changé et on voit vraiment ce que ça fait dans notre vie, sur nous, sur notre digestion, sur notre humeur, sur notre état d'esprit. Et puis nos amis aussi s'y mettent, et mon mari aussi s'y met, il avait de l'hypertension et ça disparaît, voilà, et ça paraît assez miraculeux. Et puis voilà, je lis ça au matin, je vous en remercie vraiment vivement. D'habitude, je réponds à tout le monde. Il peut arriver qu'il y ait des petits trous, mais d'habitude, je réponds vraiment à tout le monde. Et pour moi, c'est voilà, c'est très riche, très chaud, très fort pour moi, parce que ça témoigne aussi de l'ampleur de ce que ce mouvement est en train de prendre et cette compréhension. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment jubilatoire, parce que c'est pas simplement une histoire de manger cru, vous l'avez compris, c'est vraiment une histoire de changer notre regard par rapport à nos modes de fonctionnement. Et ça va très loin. Et c'est vrai qu'on a entamé un peu la discussion, on n'a fait que l'entamer la semaine dernière sur l'éducation, par exemple. Le modèle éducatif, je peux vous garantir qu'il y en aurait beaucoup à redire. Et je sais que souvent dans les milieux alternatifs, on estime la panacée que l'école à la maison, par exemple. Pour moi, l'école à la maison, ça reste de l'école. On en a un petit peu parlé.
On fera des sujets spécifiques sur ça, j'ai interrogé des amis. Mais l'école à la maison, ça reste de l'école. C'est-à-dire, ça reste un système où on apporte quelque chose qu'il n'a pas demandé à quelqu'un qui n'en veut pas au moment où il n'est pas pris. C'est à peu près la même chose. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on n'écoute jamais les besoins de l'enfant. On a un programme, on a un protocole. Et il faut que coûte que l'enfant rentre dans ces cases. Mais pour moi, ça, c'est tout sauf un modèle éducatif. Ça, c'est un modèle coercitif. Donc, ne prétendons pas faire de l'éducation. C'est pas de l'éducation nationale, c'est de la coercition nationale. Et puis, ça donne le résultat qu'on veut, c'est-à-dire une partie qui se rebelle et qui pète les plombs, hein, parce que celle-là, elle se cabre, et puis une partie qui se courbe. Donc, des moutons et des loups. Voilà à peu près ce que ça donne. Et après, on crée des systèmes judiciaires pour punir les loups. Parce qu'on croit que finalement, mettre quelqu'un derrière les barreaux pendant 15 ans ou 20 ans, c'est juste. On croit, ah ouais, non, mais j'ai fait justice, il a tué quelqu'un, hein, il a tué même mon enfant, il a tué mon enfant et il est 20 ans derrière les barreaux. Excusez-moi, mais moi je vois pas le parallèle. Je vois pas le parallèle entre tuer un enfant et passer 15 ans enfermé. Non, ça n'a aucun parallèle. C'est en aucun cas une réparation. Je suis désolé. Une réparation, ça serait que mon enfant soit ressuscité. Non, une réparation, c'est pas un mec qui passe 15 ans derrière les barreaux. Il est certain que si cet individu est dangereux, il faut l'isoler un moment, mais il faut l'isoler pour le guérir. Il faut l'isoler pour le guérir, pour lui permettre d'être fonctionnel dans cette société. Et c'est parce qu'on ignore aussi que la plupart du temps, tous les individus les plus faibles, ce qu'on appelle les plombs de cette société, eh bien pètent, hein, pour nous montrer à quel point finalement notre société est dysfonctionnelle. Mais bon, voilà, j'ai senti, hein, que c'était difficile. Ah, c'est difficile. Ah, ça, le pardon, c'est très très difficile. Et pourtant, je vous dis, on y reviendra largement. Cette histoire de la peine, moi je me souviendrai toujours mon petit ouvrier là on passait devant la prison de Perpignan. Et donc il voyait les murs, puis il me demande c'est quoi ça. Alors j'ai dit ben voilà, c'est la prison de Perpignan. Et il me dit mais c'est quoi, enfin, ça sert à quoi? Donc je lui explique on s'arrête un petit peu sur le bord, et puis on regarde, les filets anti-hélicoptères, je lui explique, les tours, je lui explique et tout. Je lui explique vraiment bien, puis je lui explique qu'on enferme des gens pour un certain temps, parce que ben voilà, ils ont fait du mal. Et puis il me demande pourquoi. Ben, je lui dis ben voilà, parce qu'ils sont dangereux et ils risquent de nuire aux autres. Et à un moment, il me dit, et ça sert à quoi? Ben, je dis, ça sert à quoi? Il me dit, ça sert à quoi ça? Ben, je dis, ben, c'est pour enfermer les gens, pour les protéger. Et il me demande après, et qu'est-ce qu'on fait après les gens? Ben, je dis, après on les fait sortir. Et il m'a demandé texto, et ils ont changé. Ben, je dis non, ils n'ont pas changé, au contraire, ils sont devenus plus agressifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés, humiliés. On leur applique la pire des choses qu'on puisse appliquer. On a quelqu'un qui est déjà en rupture, en blessure profonde, qui commet un acte qui est effectivement un acte effroyable. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le blesse encore plus. Mais comment voulez-vous qu'on obtienne quoi que ce soit? Je vous ai dit, moi, dans mon royaume, mais quand je dis dans mon royaume, c'est pas mon royaume à moi dont je suis roi, au contraire, c'est le royaume dont je suis sujet. Ben, dans mon royaume, le principe, c'est de faire du bien à ceux qui ont fait du mal. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si on fait du mal à ceux qui ont fait du mal, ils vont devenir encore plus agressifs. C'est pragmatique. C'est juste du pragmatisme. C'est même pas de l'amour, c'est même pas du cœur. Arrêtez avec votre cœur et votre amour. Pas du cœur et de l'amour, c'est du pragmatisme. Je sais que si j'ai mon voisin à côté qui est furax, hein, et qui veut me casser la gueule, et si je commence à l'insulter, il m'insulte à travers la clôture, et si je me retrouve à l'insulter moi aussi de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va dégénérer grave. Alors que déjà si je suis dans la non-réponse, ben, déjà il y a une chance que ça se calme, et si en même temps je suis dans le dialogue, j'essaie de dialoguer avec lui, voire je lui fais un cadeau, je lui fais un don, il veut quelque chose, et bien je lui donne, ben, il y a toutes les chances qu'on s'en sorte mieux tous les deux. C'est du pragmatisme, c'est je pense à ma peau, je pense à moi, je pense à mon nombril, c'est de l'égocentrisme au plus haut point, et je pense que c'est ça qui est vraiment mal compris. Hein. Et quand j'entends des gens me dire voilà, ça je pourrais jamais le pardonner, je dis de toute façon tu seras obligé. De toute façon, tu seras obligé de vivre avec. Alors autant le pardonner plutôt que de te bouffer la vie avec cette haine, parce que finalement c'est toi la victime de la haine. La haine, elle aura fait deux victimes. Ne laissez pas, j'avais dit ça, ne laissez pas la violence, ne laissez pas, bon j'utilise le mot diable, mais vous mettez ce que vous voulez, ne laissez pas le diable gagner deux fois. S'il a pris possession de quelqu'un, ne vous laissez pas posséder vous aussi. C'était ça le message. Donc voilà, tout ça, ben, ça demande d'être régénéré. L'éducation, la prison qui est tout sauf un modèle de... Bah, on prétend être une société humaine avancée et ainsi de suite, on se glougloute là avec notre 21e siècle, oh là là, le siècle de l'intelligence, puis on se croit très très malin et tout, puis on enferme des mecs, on n'a que ça comme solution. Mais c'est grotesque,
c'est grotesque, c'est même pathéque. Ça serait comique si c'était pas aussi triste, vraiment, vraiment aussi triste. Et donc tous ces domaines, ben voilà, ils sont à remettre en cause, ils sont à repenser. Et pour les repenser, vous l'avez compris, mon dada, c'est de dire que finalement, on pense bien quand on a les cellules qui vont bien. Et en pratique, ça se vérifie beaucoup. Donc au travers de ces questions-réponses et de ces longues logories, et bien voilà ce que je vous propose. Alors déjà, on va commencer par Elisabeth Lang, qui me disait tu voudrais rencontrer du monde. Tu es prête à accueillir un groupe Régénère ici. Jour 18. Alors le jour 18, demain sera le jour 15, 16, 17, 18. Donc ça serait jeudi. Tu proposes une rencontre jeudi pré-d'Apt chez toi. Donc s'il y a du monde pré-d'Apt, je sais qu'il y a du monde du côté de Fort-Calquier, donc les copains vous pouvez y aller peut-être. Et donc tu donnes ton numéro de téléphone. Donc je vais me permettre de le donner puisque visiblement tu me dis que tu peux l'annoncer. Donc 04 90 05 77 20. 04 90 05 77 20. Si vous avez envie de faire une rencontre du côté d'Apt, d'aller chez Elisabeth, de faire des jus, et ben vous êtes les bienvenus. Tiens, il y avait une remarque aussi de Annie, pareil, qui me dit que je peux donner son portable. J'ai à cœur de mettre en place un groupe Régénère Vivre Cru dans le Nord-Pas-de-Calais. J'en ai parlé dans les commentaires. Et une seule personne que je remercie m'a contacté. Il y a aussi quelques amis autour de moi qui sont partants. Nous sommes 6 pour l'instant. Serait-il possible, Thierry, que dans les annonces que tu fais, tu lances également un appel à tous les nordistes pour me contacter? Tu as mon mail et je peux aussi donner mon portable 06 76 10 67 13. Donc pour les Aptiens et les Fourcalquiens et les Hauts-Alpins, enfin Hauts-Provençaux, c'est Elisabeth Lang au 04 90 05 77 20. Et pour les autres du Nord, c'est Annie Sambourg, qui suit les vidéos depuis super longtemps, et je te salue Annie. 06 76 10 67 13, c'est très très chouette ces groupes qui s'auto-organisent, je vous salue vraiment. Et d'ailleurs, on reçoit parfois des messages de gens qui me disent « Ah, je veux monter un groupe, comment il faut faire ?» Je crois que le projet n'est pas du tout ça. Moi, je ne suis pas un faiseur de groupe, et puis je n'ai pas l'intention de le faire, déjà parce que voilà, je ne suis pas Shiva, j'ai pas 36 bras, et surtout, c'est pas juste, c'est absolument pas juste. Moi, je pense que c'est à chaque groupe de se structurer. Je propose que ces groupes s'appellent Régénère, mais ils peuvent s'appeler autrement. Je proposais qu'ils s'appellent Régénère parce qu'ils partagent un état d'esprit commun, mais c'est en aucun cas une façon de poser mon sceau là-dessus. J'ai pas la prétention d'en avoir ni la présidence ni la responsabilité. C'est à chacun de s'organiser, de trouver sa formule, sa forme, qui lui conviennent pour créer ces fameux groupes Régénère. Et je souhaite que ces groupes Régénère, eh bien, ils aient des similitudes dans l'état d'esprit et qu'ils aient des caractéristiques aussi propres. Et c'est ça qui serait joyeux dans cette vision de cette grande marche de gens qui se retrouveraient au centre de la France, par exemple, pour célébrer tous les étés. Mais ça serait de voir qu'à partir d'une même idée de base, finalement, eh bien, il y a eu des dizaines d'expressions différentes, des dizaines de manifestations différentes d'une même idée de base. Et je pense que c'est très très joyeux, et c'est d'ailleurs, pour moi, c'est le modèle du monde à venir. Le modèle du monde à venir, ce sont des petites communautés avec un maillage fort entre elles, des petites communautés qui partagent un certain nombre de valeurs entre elles. Ben, ces certains nombres de valeurs sont les valeurs qui sont promues par ce site, mais qui en même temps ont chacune leur particularité. Et ces petites communautés en maillage étroit, en interconnexion étroite. Et ça, c'est vraiment un réseau, une structuration sociale qui est résiliente, c'est-à-dire qu'il y a énormément de force, c'est un maillage très très fort. Et d'ailleurs, on le voit émerger de plus en plus. Excusez-moi, ça sent un peu la fumée, je vais aller voir si tout va bien. Oh, ouais. Où est-ce que j'ai mis les papiers? Hop, là, les voilà. Voilà un peu la fenêtre. Excusez-moi, j'étais en train de m'enfumer légèrement, j'ai oublié de fermer complètement la porte du poêle. Donc, quand je vous parle d'un joyeux maillage et d'une chaîne de solidarité, d'une puissance voilà, qui m'émeut très régulièrement, un message de Chantal au sujet de Marichou.
Marichou, dont j'avais lancé l'appel pour qu'elle soit soutenue, et ainsi de suite. Thierry, l'équipe, bonjour. Marichou a fait un appel à l'aide pour l'hébergement hors de chez elle. Étant en Vendée, c'est trop loin pour elle et je ne pense pas que venir chez moi soit la solution. Je l'ai eu au téléphone ce matin, elle est effectivement en grande difficulté. Son père sourd la harcèle pour qu'elle continue à s'occuper de lui, alors qu'elle ne se suffit pas à elle-même. Elle fait faire elle-même ses courses. Elle voudrait aller dans le sud. Vu l'esprit d'entraide que tu proposes, peux-tu mobiliser des personnes de Bordeaux et du sud-est pour l'aider à réaliser son projet pouvant inclure la recherche d'un logement selon ses vœux et moyens et le déménagement. Elle est d'accord sur le principe de mon mail. Ok, donc je lance l'appel. On n'a pas encore de solution pour Marichou et ça devient important d'avoir une solution pour Marichou. Donc je vous remercie vraiment. J'avais lancé un appel pour Véronique d'Alsace. Il y a déjà des sacrées belles réponses et je vous en remercie vivement. Tenez, on va refaire un peu le... Elle est un peu bancale ma caméra. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Allez, on est parti dans les questions maintenant. Je sais pas. Et on fait des introductions de plus en plus longues. Une question de Claire. J'avais envoyé une question sur les reins, je me permets de récidiver. J'ai entendu, attention au jus, ça va fatiguer les reins. Une dame dont les reins fonctionnent à 10%, lui est recommandé de ne pas trop boire. Pourquoi? Un rein peut-il être fatigué de recevoir trop de liquide? Un homme dans la trentaine vient de se faire enlever un rein car début de cancer. Comment va-t-il faire pour fonctionner? Ah ben ouais, c'est une bonne idée, hein. Bonne idée, ouais, mais bon, on lui a enlevé un rein, tant pis. Il a quel âge? Un homme dans la trentaine, dommage pour lui. Peut-être voir un mieux avec alimentation physique. Je me prépare pour argumenter. Ok, donc tu me demandes, attention au jus, ça va fatiguer les reins. Alors c'est marrant parce que on s'intéresse au jus, on dit facilement qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Alors c'est très marrant parce qu'on donne des normes comme ça pour je ne sais pas combien de millions de personnes, milliards de personnes même, tout le monde devrait boire 1,5 litre par jour. Quel que soit le climat, quelle que soit l'activité physique, donc c'est absolument inadéquat comme réglementation. Il est certain qu'il s'agit de consommer un volume de liquide qui soit adéquat, c'est-à-dire qu'il y a une maladie psychique qu'on appelle la potomanie, qui consiste à boire 8 à 9 litres d'eau. Sauf que si tu transpires énormément, que c'est une journée très chaude et que tu travailles dehors, tu peux être amené à consommer 7 à 8 litres d'eau. Il n'y a pas de règle avec ça. Alors, les histoires, moi, de jus qui fatiguent les reins, ce qui fatigue les reins, ce sont les acides qui les empêchent de fonctionner. Ta dame, tes reins fonctionnent à 10%. Pourquoi? Parce qu'ils sont particulièrement congestionnés. S'ils sont particulièrement congestionnés, elle a particulièrement intérêt à s'occuper de ses reins. Et donc non, pour moi c'est caduque comme question, complètement caduque. Un homme de la trentaine vient de se faire enlever un rein car début de cancer. Comment va-t-il faire pour fonctionner? Eh bien, ça va aller de pire en pire, parce qu'il avait déjà un début de cancer. Pourquoi? Parce que le milieu intérieur était particulièrement congestionné et il était particulièrement acide. Pourquoi? Parce que ses apports alimentaires et son mode de vie lui apportaient trop de produits acides par rapport à sa capacité éliminative. Sa capacité éliminative, elle va être d'autant plus réduite qu'on lui a enlevé un rein. Donc, c'est mal barré. Là, je suis d'accord avec toi. Question de Nathalie. Non mais... c'est juste folie, quoi. C'est juste folie. On enlève des éléments fonctionnels qui sont essentiels pour le corps, et après on se demande pourquoi ça va de pire en pire. Mais là, ça ne peut que aller de pire en pire. Avant de faire enlever un organe, réfléchissez à 2 fois. C'est un organe qui dysfonctionne, c'est... Vous voyez, le problème, c'est que... Allez, il y a des domaines dans lesquels, bon, on arrive à sortir du symptomatique. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, enlever un rein, s'il est engorgé, s'il commence à être cancéreux, non. Il faut le régénérer, ce rein. On ne l'enlève pas. On ne l'enlève pas parce que c'est une erreur, c'est une mauvaise idée. Par contre, excusez-moi, je reviens à la charge parce que ça me trotte cette idée. Par contre, quelqu'un qui est acidifié, qui commet une action qui est acide pour la société, hein, meurtre, hein, quelque chose, quoi que ce soit, et bien cette personne, on trouve normal de l'enlever. C'est-à-dire qu'on a une pensée symptomatique qu'on arrive à régénérer et à transformer concernant le corps. Par contre, elle reste tout à fait symptomatique concernant, par exemple, la fameuse justice. Ok, CQFD. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Est-ce qu'il faut supprimer ou est-ce qu'il faut régénérer? Et régénérer, c'est pas en enfermant quelqu'un qui est déjà violent et agressif dans une cage. Qu'est-ce qu'on fait? On le rend encore plus violent. Voilà, c'était ma petite aparté. Mais je suis tignou. Quand j'ai un truc en tête, je n'aime pas me faire balader. Alors, question de Nathalie. Bonsoir, j'ai la maladie de Lyme et ça fait 3 mois que je suis passé au jus. Là, je suis le programme 3 semaines. Que des fruits.
Que me conseilles-tu pour aller de mieux en mieux et surtout faire disparaître mes douleurs articulaires? Merci, super. Quand j'ai une baisse de morale, je regarde une de tes vidéos et hop, ça repart. Je te remercie, Nathalie. Maladie de Lyme. Vous savez, la maladie de Lyme, fibromyalgie, on en fait tout un cas. Et on attribue ça à une tique. Alors ça m'a fait toujours rigoler. On attribue toujours ça à une tique. C'est marrant parce que on pourrait... J'imagine que quelqu'un qui aurait la maladie de Lyme et qui au moment où la maladie de Lyme se déclare aurait son évier bouché, il pourrait dire « Ah mais c'est la maladie de l'évier bouché hein ». Et puis il suffit qu'il trouve 2 ou 3 autres personnes qui ont à peu près les mêmes symptômes et qui ont aussi l'évier de leur habitation bouché, il va dire « Ah là là, c'est à cause de l'évier bouché, donc il faut déboucher l'évier ». C'est à peu près pareil. On a une tique qui vient, pourquoi? Parce que on a un milieu particulièrement engorgé et que là-dessus, quand c'est putréfiant, quand c'est plein d'immondices, se développe toute une flore, une faune, qui vient nettoyer tout ça. La tique maladie de Lyme n'en est qu'une parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'on a surtout? C'est qu'on a un état inflammatoire généralisé. Je ne vois pas pourquoi on me parle de tique, alors que les personnes, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des douleurs ostéo-articulaires. Non mais, il faut comprendre le parallèle. On a des douleurs ostéo-articulaires, qu'est-ce que vient ficher cette tique? Attends, je peux faire la fenêtre parce que, à force... Voilà. Il fait frais dehors, les mains. Voilà. Qu'est-ce que vient faire une tique dans des douleurs inflammatoires ostéo-articulaires? Il faut bien m'expliquer. Il n'y a aucun lien. C'est 2 faits concomitants. Hein. Et donc, la maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est? Accumulation acide. Tu veux aller mieux? Tu t'es mis un programme tout fruit. C'est top niveau. Moi, je te conseillerais surtout de travailler au niveau émonctoriel. Mais émonctoriel, ça veut dire les reins, les intestins. Je vais faire un topo là, il y a les nouveaux mélanges de plantes là qui sont sortis, il y a le mélange pour la peau qui est sorti, il y a le mélange inflestin qui est sorti, j'en suis très content chez ABC de la Nature, c'est des mélanges sur lesquels on a beaucoup bossé, et d'ailleurs je tiens à vous dire, on se rend pas compte à quel point finalement on est chanceux dans notre pays. C'est la première fois que vous m'entendrez parler des plantes en disant qu'on est chanceux, parce que d'habitude je rouspète et je vitupère, pour ne pas dire je râle et je geins, parce que finalement on est contraint, et ce sont des procédures très longues, mais je peux vous assurer qu'on essaye de répliquer les mélanges au Canada et Québec, de manière à ce que finalement il y ait une production locale, et qu'on ne soit pas obligé de les faire venir, parce qu'il y a un coût, et puis il y a des problèmes de douane, et ainsi de suite. Et c'est la G-A-L-E, accent grave, R-E, c'est la galère absolue, je crois qu'on va... Je ne sais pas si on ne va pas y arriver, je ne veux pas être défaitiste, mais voilà, les mélanges vont être sacrément modifiés, il y a des tas de plantes pour lesquelles ils ne veulent pas passer, et c'est absolument à s'arracher les cheveux. Et voilà, je crois qu'on a vraiment beaucoup de chance, beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ABC de la Nature avec la qualité de leurs plantes, et on a beaucoup de chance même en France, parce que finalement on s'en sort pas si mal pour avoir des mélanges de plantes d'une telle qualité, d'une telle efficacité surtout. Finalement, ça prouve que voilà, on peut encore avoir des mélanges de plantes très efficaces. Donc moi, je travaillerai sur les émonctoires, reins, intestins, peau, poumons, respiration, régime physiologique, bien sûr. Et puis désacidifier tout ça. Désacidifier tout ça. Et tu verras que dès que tu désacidifies... J'avais un copain qui avait de la fibromyalgie comme ça. Enfin, j'avais un copain. J'ai un copain qui avait. Lui, il va très bien, il va de mieux en mieux même. Et le copain, ben, il s'est mis en mai dernier, a changé. Il mangeait déjà cru, preuve que finalement tout n'est pas idéal, qu'il y a cru et cru, mais certainement beaucoup trop de produits animaux, j'en sais rien. Et puis bon, des conditions de vie peut-être qui n'étaient pas aussi alcalinisantes qui auraient dû être. En tout cas, il a changé son mode alimentaire, il a commencé à réduire énormément les produits animaux et même les produits protéinés végétaux. Hein, c'est pas pour rien. Il a commencé à le faire plus qu'un repas par jour, alors il a perdu du poids. Au début c'était un petit peu impressionnant. Alors ce qui était marrant, c'est qu'en même temps qu'il perdait du poids, il devenait de plus en plus joyeux. Hein, de plus en plus... Ouais, parce que c'était quelqu'un qui parfois avait des sautes d'humeur. Là, il devenait de plus en plus joyeux, de plus en plus, on le sentait, de plus en plus libre dans son corps, et ainsi de suite. Donc il faisait un repas par jour, ou que des légumes, par exemple, il a fait des expériences comme ça. Et en quelques mois, je peux vous dire que, à ce que vous donnez la nouvelle, ces douleurs ostéo-articulaires ont été quasiment annulées, et au niveau humeur, il y a gagné extraordinairement. Donc preuve que l'acidose, elle peut même venir dans le cru si on surconsomme des produits acidifiants, ou si notre mode de vie est acidifiant lui-même, manque de sommeil, clac, conditions stressantes, clac. Alors, maladie génétique et traitement, question de Christophe. Salut Christophe. T'as le syndrome de Marfan.
Pour faire simple, c'est un défaut d'une protéine dans le corps qui se traduit par une fragilité des ligaments. L'année dernière, j'ai d'ailleurs dû être opéré pour me faire remplacer un morceau d'aorte qui était sur le point d'exploser. Ok. Bon, alors tu sais, moi toujours pareil, la génétique, moi je réplique l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on n'exprime qu'une partie congrue de notre code génétique en fonction de notre condition de vie et particulièrement de notre régime alimentaire. Donc, ce qui est valable actuellement peut être complètement différent si tu changes de régime de vie et de mode alimentaire. Donc ça, la génétique se casse le nez sur l'épigénétique. Donc toutes les maladies génétiques, hop, vous pouvez les évacuer d'un coup. La question est la suivante, je prends des bêta-bloquants chimiques chaque jour afin de me faire en sorte que mon cœur ne batte pas trop fort afin de préserver les parois de mon aorte. Car même si un morceau a été remplacé, il reste encore 95% de l'aorte qui est susceptible de pouvoir subir un anévrisme. Ouais, et cet anévrisme serait dû à une protéine dans le corps qui se traduit par une fragilité des ligaments et des artères. Moi, ça suffit pas. J'ai étudié cette histoire de syndrome de Marfan. On met tout sur le dos d'une pauvre protéine qui fragiliserait les artères. Moi, ce que j'ai vu, c'est que le syndrome de Marfan, et je me permets de parler en connaissance de cause, il est lié aux attaques acides sur l'aorte et sur toutes les artères, qui fait que ça amenuise l'épaisseur de la paroi. En plus, artères qui sont souvent passablement obstruées, c'est-à-dire qu'à certains endroits, elles sont affinées, à d'autres endroits, elles sont obstruées. Pourquoi? Parce que ce sont les deux réponses du corps à l'acidose sanguine, c'est-à-dire aux productions de matières grasses et accumulation de matières grasses, qu'on appelle dans ces cas-là la plupart du temps cholestérol, pour protéger, pour entourer ces produits acides et agressifs et pour les rendre moins agressifs, ou pompage des minéraux littéralement dans la paroi pour affaiblir la paroi. Et donc les deux étant concomitants, qu'est-ce qui se passe? On a à la fois les obstructions demandent au cœur de pousser plus fort pour éviter l'anémie, pour éviter les problèmes au bout des doigts, pour éviter que le cerveau n'arrive plus à la tête, à Alzheimer. Voilà. Quand le sang n'arrive plus à la tête, Alzheimer, Parkinson. N'allez pas chercher ailleurs. Les personnes qui ont des débuts d'Alzheimer et de Parkinson sont des personnes qui ont très peu d'irrigation au niveau du cerveau. Anémie cérébrale. Et toujours pareil, la priorité c'est désengorger tout ça, donc désengorger au niveau des intestins, puis ramener du sang. Toutes les personnes qui ont des proches qui souffrent d'Alzheimer ou de Parkinson, moi je leur ferai faire de la planche à inversion, mais plusieurs demi-heures dans la journée, histoire de ramener du sang au cerveau. Vous allez voir que ça va changer les choses. Donc, tu prends des bêta-bloquants pour éviter les ruptures d'anévrisme. Je souhaite donc savoir s'il existe un moyen plus naturel que ce médicament de réguler de manière fiable ma tension. À la base, il faut savoir que je ne produis naturellement pas d'hypertension. Donc, tu ne fais pas d'hypertension. Donc, quelque part, la pression qu'exerce ton cœur, pour moi, elle est en réponse à une situation d'obstruction. Donc, je vais te donner, moi, ce que je ferai, parce que je ne suis pas prescripteur, moi, ce que je ferai, eh bien, ça serait simplement de rapporter une énorme quantité de matériaux alcalins, histoire de rebâtir ma paroi sanguine. Deuxièmement, eh bien, de stopper l'apport de matériaux inappropriés, de manière à ce que enfin le corps puisse traiter ses propres déchets et voir la quantité de cholestérol diminuer, ce qui témoignera d'une toxémie à la surface des parois des artères qui va diminuer. Et ce faisant, eh à la fois ta pression sanguine va diminuer et en même temps tes artères vont se reconstruire. Le syndrome de Marfan, tu peux l'oublier. Ça va te paraître complètement délirant, tu vas te dire il est complètement azimuté ce Thierry. Peut-être, mais moi je te dis c'est du bluff. C'est du bluff, ce syndrome de Marfan, c'est rien de spécifique. La protéine là-dedans, elle n'a qu'un rôle, allez, et peanuts. Peanutsissime sans plus. Mais on s'y accroche à nos maladies génétiques. Ça me rend... Ça me fait sourire. Ben voilà Christophe, il y a une nouvelle vie pour toi. Qu'est-ce que tu me demandais encore? Ah, tu me dis que tu es chauve de l'extérieur et sans doute aussi de l'intérieur, suite à ce que tu as expliqué. Ben voilà, déminéralisation. Ouais, ce qui n'est pas étonnant vu que mon cœur est réglé via médicaments pour le battre trop fort. Mais tu vois ce qui se passe avec les médicaments, c'est ça. C'est que ton cœur, s'il bat fort, c'est parce que c'est obstrué. Pourquoi? Et si c'est obstrué, ben, le cœur il a besoin de battre fort pour atteindre le cerveau. On l'empêche de battre fort, mais ça n'atteint pas le cerveau. Mais on veut mettre les mains dans une machine qu'on ne comprend absolument pas. C'est catastrophique. C'est d'une arrogance qui me fait pleurer, vraiment. Alors, question de Lola. Donc Christophe,
Moi, je pense qu'il y a une autre voie. Tu es le cul entre deux chaises, tu m'écris. Ben, moi, je pense que le cul, tu devrais vraiment le choisir ta chaise et basculer dans le camp de la régénération, la reconstruction des vaisseaux et des artères, et la reminéralisation, la décongestion, planche à inversion. Tu vas voir que ça va te ramener un peu de sang au cerveau et que ça va nettement mieux marcher comme ça. Question de Lola, bonjour, depuis le début de la Terra Incognita, je consomme jus vert et mange des fruits, excellent Lola. Les seuls légumes feuilles vertes que je mange sont pris sous forme de jus, aucune fibre. Mes selles sont fréquentes, 2 à 3 fois par jour, waouh, ça nettoie. Ça décongestionne à vitesse grand V, dû je pense au psyllium, balai intestinal et cataplasme du ricin, ok. Et de couleur verte, est-ce que les selles de couleur verte sont un signe de mauvaise absorption intestinale? Non, 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 absolument pas. Car je ne mange aucune fibre verte sauf un jus, c'est la première fois que je commence un régime physiologique. Non, le pigment vert, on va le retrouver facilement dans les selles. C'est pas un signe de mauvaise absorption intestinale, c'est surtout un signe que tu as énormément de jus vert, que tout... Ouais, c'est pas de mauvaise absorption, c'est peut-être que tout n'est pas dans l'absolu absorbé. Mais alors le pigment vert, il peut être résistant, il peut être... Quand tu consommes une grande quantité de jus vert, tu as tellement de chlorophylle que de toute façon, il y en a une petite partie qui va se retrouver dans les selles et elle teinte fortement. Donc c'est pas inquiétant. Et je dirais même c'est très bien que tu aies de la chlorophylle dans les selles. Parce que ça veut dire que jusque dans le côlon, il va y avoir une capacité d'absorber de la chlorophylle. Parce que même le côlon absorbe. Et la chlorophylle est vraiment l'élément guérisseur premier du tube digestif. Vraiment, autant je dis le balai intestinal, le mélange balai intestinal, le psyllium, ça nettoie, ça décongestionne. Mais pour guérir aloe vera et chlorophylle sont des... Je ne l'ai pas dit. Question de Jérémy. Bonjour Thierry, j'aimerais savoir la posologie. Alors c'est pour dosage pour régénérer les surrénales. J'ai acheté Super Ashwagandha, je prends une gélule le soir, j'aimerais savoir pour avoir une action sur la thyroïde et les surrénales, combien il faut en prendre et si je dois y aller progressivement. Ok Jérémy, alors je vais te dire déjà une première chose, pour régénérer les surrénales, c'est pas les plantes sur lesquelles il faut miser. C'est-à-dire, tu vas me comprendre, pour régénérer tes glandes surrénales, c'est-à-dire un système nerveux épuisé, il faut premièrement se mettre dans des conditions de repos total, c'est-à-dire de vrai repos, c'est-à-dire de repos physique, mais de repos psychique aussi, c'est-à-dire que sortir des conditions qui ont généré ce burn-out, cet épuisement, et ainsi de suite. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est le facteur primordial, c'est le facteur essentiel. Tout le reste, c'est du en plus. Bien sûr qu'il y a des plantes adaptogènes, comme l'ashwagandha, qui sont excellentes, mais la priorité des priorités, c'est le repos, 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 repos. On régénère un système nerveux avec le repos. Ça, c'est la condition physiologique normale. Toutes les personnes qui vous vendront des plantes pour régénérer le système nerveux et qui ne vous diront pas en priorité, c'est le repos, eh bien, elles essayent de vous arnaquer. C'est maman qui fait son job, hein, qui récolte et qui fait cling, cling, hein, tiroir caisse. Repos. Repos pour régénérer un système nerveux, toutes les personnes qui sont fatiguées au niveau du système nerveux, repos, 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 et favoriser toutes ces conditions de repos. Après, il y a effectivement des plantes qui sont fortement intéressantes, comme l'ashwagandha, comme moi, une plante que j'adore, c'est l'astragale, ou l'éleutérocoque, par exemple, que j'utilise dans les mélanges, qui vont fortement aider. Oui, 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 mais ensuite, parce que les conditions premières ont été mises en place. C'est un peu comme quand je vous dis, quand quelqu'un me dit je suis congestionné, comment je peux me décongestionner? Je lui dis mais attends, déjà, commence par arrêter les apports. Ne va pas réfléchir à des cures de détox pour favoriser tel ou tel émonctoire avant d'avoir arrêté d'apporter des éléments nauséabonds. Tu ne vas pas commencer à faire le ménage de ta cuisine pendant que par la porte on te rapporte encore des cagettes et des cagettes de détritus. Tu commences déjà à fermer la porte à clé pour éviter qu'on t'en apporte. Et là, tu commences tranquillement le nettoyage. Mais là, c'est exactement pareil. Après, pour les posologies de l'ashwagandha, sache que les posologies qui sont indiquées en France ne sont que des posologies indicatives qui renvoient à un usage communément admis par notre DGCCRF et que en aucun cas cela ne reflète les utilisations qui sont faites à travers le monde de cette plante et que par exemple pour l'ashwagandha, on a utilisé jusqu'à plus de 15 grammes par jour dans des hôpitaux indiens sans que les gens meurent. Et c'était même des médecins, avec des blouses. Donc, il y a de la marge. Il y a de la marge. Et une gélule, c'est 500 mg. Alors après, c'est clair. Donner des posologies usuelles de 3 gélules à peu près de 500 mg, quand on sait que le dosage normal pour une efficacité de 6-7 grammes, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que le produit n'ait aucune action. Hein, c'est très bien.
très très bien, le produit n'a strictement aucune action. Donc finalement on s'en arrive à se dire ouais bah, c'est un placebo, effet placebo. Bah ils ont beau lieu de se gargariser avec ça parce que de toute façon c'est normal, c'est faussé, c'est fallacieux. Mais bon l'arrogance elle n'a pas de limite. Donc ashwagandha, tu peux y aller. Tu peux y aller. Par contre augmente progressivement parce que c'est des plantes qui font bien travailler tout le système endocrinien. Donc voilà, c'est pas anodin. Question de... Alors j'ai pas le prénom, si je pense que c'est Abderrahman. Abderrahman, bonjour, j'ai commencé il y a un mois un régime alimentaire régénératif à base de fruits et de légumes crus, super. En outre, je me suis mis au jus de fruits, excellent. Jus de carotte, jus de pomme, jus de raisin, jus de grenade. Je consomme aussi beaucoup de dattes, super. J'ai l'impression que je consomme trop de sucre, surtout avec les jus. Et j'ai peur que ce soit un élément déclencheur d'un diabète. Mes doutes sont-ils justifiés? Alors, Abderrahman, ce qui déclenche un diabète. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un diabète? Un diabète, il y en a deux types. Diabète de type 2, l'insuline est produite. L'insuline, c'est hormone qui fait rentrer le sucre littéralement au niveau de la cellule, qui est un transporteur du sucre jusqu'aux cellules. La cellule, l'insuline est produite, mais elle n'arrive pas au niveau de la cellule. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas au niveau de la cellule? Parce que le milieu qui entoure la cellule est tellement congestionné que l'insuline, elle ne peut pas l'atteindre. Cas numéro 2, diabète de type 1, il n'y a plus de production d'insuline. Alors, il n'y a plus de production d'insuline. Pourquoi? Parce que le pancréas est sacrément lésé. Donc, la zone du pancréas qui produisait de l'insuline, qu'on appelle les îlots de Langerhans, eh bien, sont détruits. Dans un cas comme dans l'autre, les fruits et les sucres des fruits sont des éléments régénérants et décongestionnants numéro 1 du système. Qui plus est, l'insuline est utilisée pour transporter le glucose jusqu'à la cellule, pas le fructose des fruits. Je le refais parce que je sais qu'il y a des personnes dont ça écorche les oreilles, ça les gêne. Ça. Le fructose serait transformé en glucose et l'insuline servirait pour le fructose. C'est faux. C'est archi faux. Le fructose n'a pas besoin de l'insuline. Les fruits sont fortement chargés en fructose, pas que, ils contiennent aussi des glucoses, mais les fruits sont fortement chargés en fructose et donc n'ont pas besoin de l'insuline pour être transportés. Donc pas de diabète avec du fructose. Avec du fructose des fruits, pas avec du sirop de maïs, comme on a fait toutes ces études nauséabondes et fallacieuses qui ont tenté de prouver que le fructose était mauvais. C'est... Je vous ai dit, les lois de ce monde, c'est triche pour avoir raison. Ça, c'est les lois de ce monde. Les lois de ce monde, c'est triche pour avoir raison. Ben, tu triches, tu utilises du sirop de maïs pour faire la preuve que le fructose est mauvais, puis après tu communiques par rapport au jus de fruits. Tricher. Donc, Abderrahman, non, tu ne peux pas déclencher de diabète en buvant des jus de fruits et de légumes. Absolument pas. Tu risques simplement de te régénérer. Christine, nécrobiose lipoïdique. Une atteinte de la peau, ça. Je suis atteinte depuis 25 ans d'une nécrobiose lipoïdique sur les jambes, ouais, c'est ça, qui ne cesse de progresser. Il s'agit d'une maladie de peau orpheline, sans doute due à un défaut du collagène. Ouais, elle touche en général les diabétiques, ce qui n'est pas mon cas. Ouais, sa principale complication est l'ulcère et le cancer de la peau. La médecine ne peut rien pour moi, il n'y a pas de recherche sur le sujet car la maladie trop rare n'intéresse pas les labos. Je n'attends pas de miracle, mais j'aimerais juste savoir si Thierry pense que quelque chose est possible pour stopper la maladie. C'est dommage que tu n'attends pas de miracle, Christine. C'est vraiment dommage. Parce que moi, je vais te parler de miracle. Ce que je vais te dire, c'est que ta maladie dite orpheline, alors c'est très handicapant de penser qu'on a une maladie orpheline. Parce qu'on se dit, voilà, personne ne fait des recherches pour moi, personne ne va trouver pour moi. En même temps, tu as de la chance parce qu'on ne t'a pas appliqué de traitement. Et tu as peut-être évité ça. La nécrobiose lipoïdique, si je ne m'abuse pas, c'est décrit comme une maladie dite inflammatoire qui conduit à de l'ulcère ou à un cancer. Inflammatoire pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as une forte stagnation acide juste sous la peau. Pourquoi? Parce que ça ne sort pas par ailleurs. Ça n'a rien de spécifique, ça n'a rien d'orphelin, ça n'a rien d'inéluctable, ça n'a rien de irréversible. C'est tout à fait réversible, c'est même pas grand chose, c'est certainement quelque chose de très handicapant et c'est vraiment très dommage parce que c'est pas grand chose. C'est juste de l'acidose localisée au niveau de la peau. Et alors qu'est-ce que je ferais moi si j'étais à ta place? Eh ben, je ferais fonctionner les émonctoires plus. Bah déjà, j'arrêterais les apports de matériaux. On ne se rend pas compte que le principal problème, c'est que
on a adopté des aliments dans notre régime alimentaire qui sont juste pas des aliments. On a adopté un mode de vie qui est juste pas un mode de vie. Hein, on a adopté des habitudes de vie qui sont juste pas des habitudes de vie. Du style rester sur une chaise, ça m'insupporte. Il va falloir que je trouve un moyen, mais quand je m'étais mis sur mon ballon sauteur, ça va énerver tout le monde. C'est dur, hein, je vais les faire debout bientôt. Ou alors avec un tapis de marche, tiens, peut-être. Il faudrait que je m'offre un... Pour la Noël, s'il y a quelqu'un qui veut m'offrir un tapis de marche ou un tapis de course, et comme ça je pourrais faire mes vidéos très style, là. très États-Unis. Mais ce serait une bonne idée. Moi j'y ai pensé, mettre mon ordinateur sur une sorte de pupitre, sur un tapis de marche ou un tapis de jog, et ça serait bien plus agréable. Bon, en tout cas, pour parler de ta nécrobiose lipoïdique, c'est purement un symptôme de l'acidité sous-cutanée. Donc qu'est-ce que je ferai? Je favoriserai le fonctionnement émonctoriel, j'arrêterai les apports de matériaux inappropriés. Qu'est-ce que je ferai encore d'autre? Ben surtout, je favoriserai la sortie par la peau, sauna. Bon, peut-être qu'au début ça va être un petit peu trop fort. Bain chaud pour ouvrir les pores. Brossage de la peau. Brossage de la peau, même dans les zones nécrosées. Brossage de la peau, j'y vais tout doux au début, mais brossage de la peau. Et puis il y a un mélange peau chez ABC de la Nature qui est sorti, peau PEAU, qui va être excellent. Puis rein, rate, balai intestinal, je favoriserai l'élimination, l'élimination, l'élimination. Ce n'est qu'une maladie de peau, et toutes les maladies de peau répondent exactement à la même chose. La peau, on l'appelle le troisième rein. Quand les reins sont saturés ou quand les reins n'en peuvent plus, et bien la peau prend le relais. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Pop, 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 pop. Sa principale complication est l'ulcère. Hein. Alors l'ulcère, c'est vraiment typiquement les acides qui grignotent. Et le cancer de la peau, bah, c'est pareil. Question, donc voilà, Christine, tu n'attends pas des miracles, c'est dommage parce que moi je te parle de miracles. Question de Sekera. On a encore un peu de temps, on n'est pas encore venu me chercher, c'est cool. Putain, il y a un gros paquet encore. Hein. Bonjour Joël, Thierry et toute l'équipe, je viens vers vous car voilà 2 mois que je galère et je ne m'en sors pas toute seule. Je suis au cru de 90% depuis 9 mois, surtout au départ pour un problème de constipation et d'hémorroïdes chroniques. En effet, mon transit s'est régulé assez vite, mais là depuis 2 mois c'est la galère, constipation, puis diarrhée, saignement. Alors que je prends balai intestinal jusqu'à 6 doses par jour. Ouh, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup ça. Psyllium, jus d'épinard, lavement. Après plusieurs jours de lavement, le transit fonctionne à nouveau, mais sous forme de diarrhée, puis ça recommence. J'ai depuis 2 mois eu beaucoup de stress et de contrariété, la reprise d'un boulot à mi-temps qui fait que je ne m'alimente pas quand je le souhaite, mais quand je peux. Je fais souvent un massage à l'huile de ricin sur l'intestin matin et soir. Que puis-je faire de plus pour réguler cela? Ben, moi je te dirais que, à vue de nez là comme ça, hein, et ça pourrait être un nez bouché, à vue de nez, moi je dirais calme le jeu. Calme le jeu. Pour moi tu prends beaucoup trop de balai intestinal, ce qui fait qu'il doit y avoir des moments de purge. Hein. C'est ce qui se passe aussi avec tous ces gens là, c'est la mode actuellement, là c'est d'avaler de l'huile de ricin. En interne, qu'est-ce qu'ils font? Ils se purgent complètement et après il n'y a pas de sel pendant un jour ou deux. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement purgés et c'est d'une violence inouïe. Là pour moi, là tu es en surdose du balai intestinal, d'après moi, qui devrait diminuer les doses. 1, 2, 3 doses, 4 doses dans les cas vraiment extrêmes. Mais au-delà, ça me paraît beaucoup. En tout cas dans les premiers temps, vu les nettoyages que ça fait. Moi j'essaierai de diminuer les doses. Franchement j'essaierai de diminuer les doses. D'y aller avec moins de volontarisme et de laisser faire les choses beaucoup plus naturellement peut-être. Parce qu'il y a des fois où à force de stresser un système, à force de stresser un système finalement, eh bien on obtient l'inverse de ce qu'on voulait faire. Et on ne force pas un enfant à grandir en lui tirant sur la tête. Hein. Ça c'est ou en lui tirant sur les jambes. Ça c'est un truc dont on devrait se souvenir toujours. Et en matière de régénération c'est pareil. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Il s'agit d'aller au rythme du corps. Donc là, intuitivement, Sekera, Emmanuel, ben, je te dirais, tu y vas trop fort, tu devrais calmer le jeu nettement. Voilà. Tenez, on parlait de congestion tout à l'heure, là je suis en train d'éliminer énormément, donc au niveau de la boîte crânienne, c'est encore très fort, et ça fait une bonne semaine, bon je fais rien pour le calmer, hein, puisque je continue à taper fort, moi aussi je me fais mon terrain incognita, et pour moi c'est terrain incognita là pour le coup d'être congestionné comme ça, hein, c'est pas fréquent, ça fait des années que j'avais pas été malade. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'étais en train de planter des arbres. D'ailleurs, ça, on a planté, allez quoi, une 40aine d'arbres cet après-midi. Ah, quel bonheur, des néfliers du Japon. Puis en plus, on a planté sur des terrains vagues, on a planté sur des terrains qui sont pas à nous, qui sont des terrains
dont on a perdu le propriétaire. Donc c'est des choses qui vont être dans le domaine collectif. Il y a une jubilation là-dedans, planter ces petits arbres et à se dire, quand on le plante, ah là mon coco, tu vas donner fruit, ça c'est beau, c'est jubilatoire, c'est vraiment jubilatoire. Je pense qu'on va faire d'autres interviews avec François Royer, là, des incroyables comestibles, puis on va vous tenir au courant de nous de ce qu'on est en train de faire là dans le coin. Il y a le copain Jérôme là qui vient d'envoyer un énorme bac sur son petit bout de fenêtre. Donc c'est bien joyeux, ça démarre à tout va, on va vraiment bien le lancer. Et donc voilà, tout ça pour dire que quand je me penchais, je sentais que j'avais pas mal de congestion au niveau de la tête. Et quand je me relevais, douleur migraineuse, bon qui ne durait pas longtemps, douleur migraineuse au niveau de la tête. Et je disais, ben voilà, là on voit en acte et en pratique que toutes les personnes qui ont des douleurs de migraine, c'est uniquement du mucus qui est accumulé, qui est congestionné et qui presse. Toutes les gens qui ont des pressions au niveau de l'œil, au niveau de la tête, au niveau des oreilles, au niveau des amygdales, toute cette pression, c'est une pression de quoi? C'est une pression de lymphe. Voilà, c'est une petite aparté pour quelque chose qui paraît évident. Alors, question de Marty. Après avoir vu les vidéos sur le brossage à sec, je me suis procuré la brosse pour le corps chez Yalba Playma. Je souhaiterais connaître la marque pour celle du visage. La mienne vient d'un site américain. C'est un peu une égérie de la beauté, du wow food, je ne sais plus comment elle s'appelle, Stanla, enfin, elle a un nom des pays de l'Est, et ça s'appelle Beautiful on Raw. Raw, c'est R-A-W, Beautiful, c'est B-E-A-U-T-I-F-U-L, donc ça veut dire très joli, on, c'est O-N, c'est très joli en mangeant cru, raw, R-A-W, avec l'accent. Beautiful on Raw, et là j'ai trouvé cette brosse. Mais entre nous soit dit, c'est pas la peine. Moi la mienne je l'ai trouvée là-bas parce que j'étais aux États-Unis, je me la suis faite. Enfin voilà, je l'ai eu, j'ai pas eu de frais de port, donc ne le faites pas envoyer en France. On trouve des brosses comme ça, assez douces, je pense, dans les magasins de. Allez, vous allez dans les grands magasins, vous allez en trouver en poil naturel, je pense. Il s'agit que ce soit doux, mais que ça permette de frotter déjà le visage. Mais il y en a comme ça, où est-ce que j'en ai vu la dernière fois? Oh, j'étais dans un magasin. Oh, je sais plus du tout. Je me souviens plus. Mais je me souviens que j'en ai pris une en main. Elle était un peu plus petite que la mienne. Elle faisait un cercle comme ça. Je me suis dit, bon, je l'achète pas, j'en ai pas besoin, la mienne est bien. Mais on en trouve en boutique bio, je pense. Donc, Thierry. Ensuite, considères-tu la tomate, le poivron, le piment, le concombre, la courgette, l'aubergine et l'haricot vert comme des fruits? Pas le haricot vert, parce que c'est une gousse, mais gousse de légumineuse, mais par contre tous les autres, oui, ce sont des fruits. Le placement des cantons est-il l'équivalent de la formule PCE, pomme, carotte, épinard? Non, pour une reminéralisation massive. C'est deux choses. D'ailleurs, moi, on ne peut pas dire qu'une chose est équivalente à une autre. Le canton, donc l'eau de mer, ramenons ça au plus simple. L'eau de mer est fortement reminéralisant, évidemment. Ramené à l'isotonie, évidemment. Est-ce que le pomme, carotte et épinard est fortement reminéralisant? Oui, évidemment. Est-ce que l'un est interchangeable par l'autre? Je dirais que moi, il faudrait les deux dans l'absolu. Les deux sont extraordinaires. J'ai toujours tendance à me diriger vers la source la plus naturelle. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la plus naturelle? Est-ce que c'est le jus ou est-ce que c'est l'eau de mer? J'en sais rien, je me dirige vers les deux. Mais moi, je me ferai un jus, 2 tiers de jus, 1 tiers d'eau de mer. Comme ça, vous allez tout ramener à l'isotonie. Enfin, 3 quarts de jus, 1 quart d'eau de mer. Parce que dans le jus, il y a des minéraux aussi. Comme ça, pour être sûr d'être ramené à l'isotonie. 3 quarts, 1 quart. C'est la formule qu'a élaborée ma chère et tendre épouse. C'est elle qui a mis au point ce mélange jus quinton. Parce que finalement, elle avait une aversion pour prendre le quinton. Puis un jour, elle en a mis dans les jus. Elle a dit waouh, ça marche, c'est extrêmement puissant. Et donc, l'un dans l'autre, ben, on le recommande allègrement et ça marche bien. Donc voilà, pour le placement du quinton. On ne peut pas comparer, c'est kiff-kiff. Pour un apport en lipides, préconises-tu plutôt les fruits à coque, noix, amandes ou les fruits gras, avocat, durian, olive? Durian, durian. Ah, il n'y a que le durian d'ailleurs. Non mais, perso, moi j'aime plutôt les fruits que les fruits à coque. Les noix, les amandes, bon là on a récolté pas mal de noix de pécan qui sont délicieuses, fraîches, et ainsi de suite, ok, j'aime bien un petit peu. Mais moi les noix je trouve ça difficile à digérer, il y a un mélange protéines-matière grasse, j'aime pas trop. Puis bon, il y a trop de protéines là-dedans, c'est lourd pour l'estomac, c'est pas mon truc. Les fruits gras comme l'avocat, le durian, les olives sont pour moi nettement, ou la coco,
sont nettement supérieurs. Nettement supérieurs. Pourquoi? Parce que beaucoup plus digeste. Donc beaucoup plus bio-assimilable. Et tu me dis un post-scriptum, je suis de Paris, j'ai adopté depuis quelques mois un régime fruitarien, je carbure qu'aux fruits et au plasma de Quinton. C'est bon, on continue à te shooter, tu vas voir, c'est bon, c'est bon. Question de Nathalie. Bonjour, je souffre d'anémie et de maladie de Raynaud, qui est la même chose. Depuis des années, avec une tension basse, qui est la même chose. Très souvent, qui fait que je suis souvent épuisé. Non, tu es épuisé, donc tu as une tension basse. Vous vous rendez compte? C'est ça qui est intéressant, hein, comment on arrive à nous balader. Et je ne peux plus faire de sport car peu d'énergie. Je suis les conseils de Thierry et bois des jus depuis plusieurs mois. Je suis au jus depuis 11 mois. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir une consultation avec Thierry pour trouver une solution à tout ce qui me fait souffrir. Eh ben non, il n'y a pas de consultation possible parce que voilà, c'est pas mon truc de faire payer les gens. Par contre, je peux te donner tous les renseignements que tu veux par cette vidéo si tu la regardes. Tu souffres d'anémie, maladie de Raynaud, tension basse. Et tu as une tension basse car tu es très souvent épuisé. Moi je vais t'inverser les trucs. Tu es épuisé, donc tu as une tension basse. Cette tension basse, hein, cette impossibilité de contracter le muscle cardiaque comme il faut, eh bien, fait que le sang n'arrive pas à la périphérie de ton corps, Raynaud, tête. Qui plus est, puisque tu es fatigué et épuisé, tout ton système nerveux autonome est fatigué. Puisque ton système nerveux autonome est fatigué, ton système éliminatif est fatigué, ce qui veut dire que tu es certainement plus congestionné que tu ne serais si tu n'étais fatigué, et donc le milieu intérieur est d'autant plus congestionné, donc d'autant plus de résistance à la progression des nutriments jusqu'à tes cellules, particulièrement aux extrémités, et voilà le tableau complet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut 1. Reposer le système nerveux, hein, repos, régénération nerveuse, par toutes les techniques, massage, tout ce que tu veux, et de 2, et bien décongestionner tout ce système. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Tu as économisé une consultation, tu as économisé un déplacement, tu as économisé du temps. Rien d'autre à dire. Décongestion, renforcement du système nerveux. Question de Vincent. Donc, Nathalie, je te souhaite une bonne régénération de ce côté-là. Question de Vincent. J'aurais voulu vous demander, car même si ça me paraît fou, je me demande si ça n'est pas faisable. Ah, mais ça c'est chouette, ça moi j'aime bien quand c'est fou. Alors voilà, je me trimballe des lunettes depuis que j'ai 6 ans. J'ai une myopie, donc la rétine qui n'est pas comme il faut. La rétine qui est déformée, en fait qui est lésée. Les opérations au laser existent, mais coûtent très cher, ne sont pas trop dans mon optique. J'imagine, joli jeu de mots. Je me demandais... Oh, il y a de la fumée ici. La fumée. Je me demandais s'il existait des possibilités de régénération de la rétine. Quelles plantes peuvent aider à cibler cette zone? Alors, est-ce qu'il y a des possibilités de régénération de la rétine? Oui. Est-ce que je l'ai vu? Oui, absolument. Hein, de toute façon, qu'est-ce qui attaque la rétine, hein, quand toutes les affections de la rétine qu'on va avoir, elles sont liées, pareil, à l'acidité qui est globalement au niveau du crâne. Rien de nouveau. Est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent aider à cibler cette zone? Moi, avant les plantes, je te dirais, favorise l'élimination et le nettoyage au niveau intestinal, histoire de drainer. Ensuite, oui, il y a des plantes. Il y a un mélange œil et vision qui est sorti, qui est excellent. Il y a le fraise. Moi, j'utiliserai même des cupules oculaires. Hein, donc, c'est ces petites quoi. Ah, ces petites capsules, enfin pas capsules, je me souviens plus du nom. Ah, les petites barquettes là, dans lesquelles on met un liquide, et hop, on se le retourne sur l'œil. Ben, j'utiliserai avec une infusion de fraises là-dessus, en plus du mélange œil et vision, que je mangerai à la petite cuillère. Et je pense que il y a du cassis dedans, des choses comme ça, et de la fraise. Et tu vas voir que tu vas voir que ça fait une sacrée différence. Ouais. Non, une rétine, ça se régénère. Hein. Une rétine, ça se régénère. Il n'y a strictement aucune raison à ça. Et d'ailleurs, je l'ai vu, c'était dans un cas de myopie, bah voilà, comme toi, une myopie, donc la rétine qui n'est pas comme il faut. Bah ouais, on a vu particulièrement chez un enfant qui avait 7 ans ou un truc comme ça, myopie, alors c'était une petite myopie, et en fait il s'était pas du tout lancé dans la régénération. Pour ça, c'est parce qu'il avait un gros problème rénal. Et il s'est trouvé qu'il a enlevé ses lunettes. Donc c'est un peu un effet supplémentaire, un double effet qui se coule. Allez, remerciements. Ah, mais de Marichou. Marichou, bonjour Thierry et l'équipe. Tu m'avais dit de te tenir au courant concernant les personnes qui s'étaient proposées de m'accueillir pour me permettre de sortir de mon milieu familial nocif et macho, afin de soigner mon burn-out dans un arbre de paix. Les 3 personnes avec lesquelles tu m'avais mis en contact seul, 2 étaient crédibles, d'accord, mais seulement trop éloignées de ma région. Et comme je suis dans les capacités physiques de conduire, c'était trop dangereux pour moi de me rendre chez elles.
Thérèse, qui est dans la précarité, est une femme d'une générosité exceptionnelle. Et j'aimerais que tu la remercies publiquement au travers d'une vidéo question-réponse. C'est fait, Marichou. Je remercie Thérèse. J'ai remercié ces personnes et j'ai maintenant un contact téléphonique avec l'une d'entre elles, des échanges épistolaires avec les autres. Thérèse, qui n'a pas de téléphone, je pense. L'ordi qu'elle utilise n'est pas le sien. De plus, sans abuser, pourrais-tu me dire quel type de baladeur MP3, simple d'utilisation car je ne maîtrise pas trop les techniques modernes, je pourrais offrir à un ami victime d'un cancer du poumon afin que je télécharge tes vidéos pour le sensibiliser et l'inciter à changer son mode de vie. Alors ça je sais pas, il faut aller chez Darty, je sais pas trop ma spécialité, mais n'importe quel petit baladeur MP3 fera bien l'affaire, t'en as pour moins de 20 euros. J'essaie moi aussi de rendre service dans la mesure de mes possibilités physiques actuelles, mais je suis sur le bon chemin, j'en suis sûr à 100%. Quand j'irai mieux, je me mettrai au service de l'association et même j'envisage de venir m'installer dans le sud pour rompre tout lien avec ma famille. Et là, ce sera plus facile pour aider Régénère Vivre Cru en fonction de mes capacités physiques et de ton cœur. Marichou, je te remercie, t'es attendu, t'es largement entendu. On a besoin de coups de main au niveau de l'association, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il y a beaucoup de travail. Et on pourrait développer beaucoup plus d'actions encore. Donc ça me permet de relancer le message pour l'appel pour Marichou. Elle a encore besoin d'un hébergement, encore besoin d'un soutien pour la Noël. Ça serait vraiment chouette. Vous savez, pour la Noël aussi, j'ai vu passer les commentaires, j'ai vu passer les messages. Et je disais tout à l'heure à ma femme, pendant qu'on était en train de planter les arbres, je disais, bon, cette année, c'est pas comme ça que ça se présente. Mais tu sais, moi, il y a un truc que j'aimerais bien faire une de ces années-là, c'est louer un grand lieu, un très grand lieu avec une très grande salle, et on a un peu ça sous la main. On se fait un immense dortoir au-dessus pour accueillir 100-150 personnes. Auberge espagnole, tout le monde amène ses fruits et ses légumes. Et pendant quelques jours, là, autour de la Noël, on se retrouve tous, simplement pour être ensemble, partager du temps. Aucune intention, aucun programme précis, aucune spécificité. Simplement être ensemble. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'écrivent, qui me disent « Ah, mon entourage est toxique, j'ai pas envie du repas de Noël, où ça va se goinfrer, où ça va être les blagues salaces, où ça va être la grosse bouffe, tout va tourner autour de ça, et je n'aurai pas ma place, je n'aurai rien à exprimer, et ainsi de suite. » Et je le comprends. Je le comprends parfaitement. Je le déplore. Cette année, ça ne s'est pas présenté comme ça. Je crois que ça monte en moi. L'année prochaine, on fera autrement. L'année prochaine, on fera vraiment autrement. Parce que moi aussi, j'ai envie d'autres choses pour Noël. Et de pouvoir partager ensemble autre chose pour Noël. Sachez que je l'ai à cœur. Vraiment. En tout cas, voilà, pour Marichou, ce serait chouette si on pouvait lui offrir quelque chose de sympa pour Noël. Vraiment chouette. Bonjour à vous. Question de Lana. J'aurais une simple question. Dans une de vos vidéos, j'apprends qu'il a été prouvé que l'espérance de vie de l'homme dans certaines civilisations passées a déjà largement dépassé le nôtre. Honnêtement, je suis vraiment très sceptique. Car je ne trouve absolument aucune information sur le sujet. Au contraire, les recherches des historiens semblent démontrer l'inverse dans les différents âges. Alors, d'où tirez-vous des informations? Parce que j'ai l'impression qu'elles sortent de la cuisse de Jupiter. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la cuisse du... moi, je connaissais le bras de Vénus. La cuisse de Jupiter, je ne connaissais pas. Bon, déjà, l'espérance de vie actuelle, elle est de 120 ans. Hein, donc ça, c'est réglé. Qu'est-ce qui prouve que l'espérance de vie a été plus longue? En tout cas, pas l'histoire officielle. Non, c'est évident, pas l'histoire officielle. Aucun des travaux officiels ne va te prouver qu'il y a eu des hommes qui ont vécu plus longtemps que nous. Est-ce que c'est une raison pour dire que ce n'est pas possible? Alors, tu sais, moi, j'ai pris une claque. Plouf, plouf, on va reprendre l'histoire de ma vie. Moi, je suis un scientifique pur, à la base. Fils d'enseignant, maths, gestion et comptabilité, donc rationnel au possible. Et maman, c'est pas une attaque que je te fais quand tu regardes cette vidéo, il n'y a pas de souci. Je suis très content d'avoir cet esprit rationnel, parce qu'on m'a su m'apporter autre chose sur mon disque dur après. Hyper rationnel comme gars. Fait des études, hyper rationnel. Et je suis resté et je reste toujours quelqu'un d'hyper rationnel. Sauf qu'un jour, je me suis tombé sur un livre. Et donc moi, pour moi, l'histoire, il y avait l'histoire. Il y avait l'évolution de Darwin, il y avait l'histoire telle que l'on m'avait racontée, il y avait l'homme de Cro-Magnon, qui violait les femmes et qui mangeait la viande crue et qui comme ça. Et puis ça, c'était ça l'humanité. J'avais mes petits livres rouges là quand j'étais gamin, l'histoire secrète de... et puis un jour, on m'a... Non, c'est même pas, on m'a donné, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai écouté l'émission de Daniel Mermet. Bon, un agitateur, faut le dire. Mais bon, il était sympa. Il n'était pas rationnel, mais il était sympa. Donc je me suis fait avoir, j'ai écouté Mermet.
et j'ai bien fait d'ailleurs, et il a commencé à me déniser par rapport à pas mal de choses. Et un jour, il a interrogé un gars qui s'appelle Howard Zinn, Z-I-N-N, Howard Zinn, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'histoire populaire des États-Unis, qui est absolument stupéfiant, qui montre comment eh bien, l'histoire actuelle, elle a été écrite, elle a été enregistrée par des historiens, histoire de montrer un seul regard sur notre histoire, le regard de la classe dominante, de la classe possédante, le regard aussi dans nos civilisations à nous, le regard de la hiérarchie catholique, qui était la hiérarchie dominante aussi, et que ce regard-là, eh bien, il ignore à peu près tout. C'est-à-dire c'est une écriture extrêmement partiale de ce qu'a été l'histoire de l'humanité, qu'elle a été complètement déformée, qu'il ne fallait pas attendre des historiens qui nous donnent la vérité sur l'histoire de cette humanité. Et donc depuis lors, j'ai fait un petit peu des recherches. Et effectivement, on trouve des vestiges de civilisations anciennes, on trouve des vestiges de civilisations dans lesquelles visiblement il y avait des gens qui ont vécu plus de 150 ans, plus de 200 ans, plus de 500 ans. Oui, on trouve des écrits, que ce soit dans la tradition chrétienne, que ce soit dans la tradition de la védique, donc indienne, que ce soit dans la tradition chinoise, que ce soit dans la tradition musulmane. On trouve des écrits qui parlent de personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous. Et non, mais ça, on le dit, oh, ben, c'est des mythes, mais c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile. Non, il est évident et normal, de par mes connaissances en physiologie, de penser que ben, nous mourrons beaucoup trop jeunes. C'est pas un problème. Si au moins on mourait en ayant fait quelque chose de positif dans sa vie, en ayant servi un petit peu. Le problème, c'est qu'on n'a même pas fait ça. On n'a même pas fait ça et on est la plupart du temps des parasites. Donc je dirais, allez, c'est de la provocation, là, je me lâche vraiment. Mais je dirais que souvent on meurt bien trop tard. Vu les dégâts qu'on apporte autour de nous et à cette planète, je pense qu'on meurt bien trop tard. Je pense qu'on a élaboré toute une science qui nous permet de ne pas mourir trop tôt et de ne pas assumer les conséquences de toutes les âneries qu'on peut faire au quotidien. Mais bon, passons. Il y a un modèle dominant qui tend à prouver que l'évolution normale et naturelle de l'homme, c'est l'Homo ipadus, hein, avec son iPad pour Noël. Hein, complètement avachi, avec des intestins complètement encroutés, dépressif, gavé de médicaments, gavé d'alcool, gavé d'amphétamines, gavé de stress, gavé d'agressivité, et avec les yeux rivés sur son smartphone. Voilà, c'est ça l'évolution normale. Non mais, de qui se moque-t-on? Donc non, l'évolution normale, c'était pas ça. Par contre, on a réorienté toute l'histoire, histoire de nous faire un véritable lavage de cerveau. Donc je t'encourage à lire Howard Zinn, Z-I-N-N. Je t'encourage aussi, par exemple, à écouter Michel Onfray, hein, qui a fait une contre-histoire de la philosophie qui est absolument extraordinaire. Et autant je suis relativement sceptique par rapport à la philosophie, parce que je crois que ça peut devenir rapidement un gouffre dans lequel le mental se complaît et se regarde lui-même le nombril. Par contre, le travail de Michel Onfray est pour moi assez exceptionnel. D'ailleurs, il n'est pas aimé. Et je comprends pourquoi, parce qu'il montre à quel point finalement la philosophie est une philosophie des dominants, des classes possédantes et des classes dominantes. C'est tout. Donc effectivement, il faut se réveiller. Alors, question de Vincent. Je crois, mais je ne suis pas sûr que fumer du cannabis peut aider à régénérer la lymphe. Quand on prend du joint, le foie, les glandes, la rate réagissent et purifient la lymphe. Pourriez-vous m'en dire plus? Ouais, alors là, je doute. Ça va être une théorie rastafarienne de la physiologie, mais je doute. Non, tu peux fumer ta bœuf, il n'y a pas de problème, mais qui est d'ailleurs beaucoup moins nocif que le tabac. On peut quand même le dire. Hein. Je sais que c'est pas très glamour. Je sais pas où on en est au niveau. Oh, 1 heure, c'est bon. On va pas faire trop long. Il en reste. Bon, il ne reste pas tant que ça, on va essayer de tourner. Le cannabis est bien moins dangereux que le tabac parce qu'il n'y a pas tous les additifs qu'on met dans le tabac. Entre nous soit dit, le tabac est une rente pour l'État français dans lequel il met des produits qui sont des poisons mortels. D'accord. La démission n'est pas juste une option. Mais non, le cannabis n'a jamais nettoyé le foie, les glandes, la rate, et ainsi de suite. Surtout quand il est fumé. Le cannabis sativa est une plante médicinale majeure. C'est un anti-inflammatoire, une antidouleur majeure. Elle a des propriétés hépato-détoxifiantes, oui, donc sur le foie, mais pas du tout pris comme on la prend actuellement. C'est-à-dire qu'il faudrait la prendre en infusion uniquement, ou la consommer directement, manger les têtes, se faire des belles salades.
mais pas la fumée. Pas la fumée. Là, la fumée, c'est agressif pour les poumons, c'est agressif pour la muqueuse. Donc, non, Vincent, ça marche pas. Mais par contre, en infusion, ou en huile, par exemple, en huile de macération, alors là, déjà, on peut avoir quelque chose d'autre. Tu te fais du beurre de Marrakech, par exemple, en faisant macérer dans du beurre, enfin dans du beurre, dans de l'huile, mais donc tu te fais de l'huile de Marrakech, et tu vas voir que ça sera pas mal. Isabelle, pas une question, juste une idée. Bonjour et merci à toute l'équipe. Pour tous ceux qui seraient en manque d'idées de cadeaux de Noël, quoi de plus beau, entre guillemets, et moins conventionnel qu'un arbre fruitier à replanter au lieu d'une boîte de chocolat? Oh oui! Excellente idée, Isabelle. Hein, plutôt que d'offrir des chocolats, eh bien, on offre un kaki. Un kaki qui va finalement nous offrir des fruits qui sont les meilleurs que les meilleurs chocolats que vous puissiez imaginer. Excellente idée, plutôt que d'offrir des chocolats. Je me suis coupé là. Je suis désolé. Petit truc qui m'a lacéré cet après-midi, là, une feuille là, et c'est désagréable. Bonjour Thierry, j'ai 22 ans, ça fait un mois que je suis au cru avec beaucoup de fruits, c'est une question de Nicolas, et de légumes crus, je me régale. J'ai attaqué cette alimentation car j'ai une chute des cheveux à 22 ans, avec une inflammation des golfs que je n'ai pas réussi à guérir avec des traitements comme les lotions au minoxidil. En commençant ce régime, en écoutant les vidéos, j'ai vraiment commencé à voir l'état du chantier. Durant ce mois, j'étais vraiment dans le gaz par période, peu d'énergie, mais l'esprit un peu plus clair et plus de sérénité malgré le stress des études. La fin de ton adolescence était baignée par la déprime, migraine ophtalmique, les chocs émotionnels, les traitements comme le Roacutan et la musculation couplée à un régime hyperprotéiné. Ah ouais, tu étais 4 fois au-dessus des normes pour la créatinine. Ok, donc t'es un guerrier, t'es allé loin. J'ai toujours cherché ce qui n'allait pas, et donc mon diagnostic actuel grâce à toi est fatigue surrénalienne. Rien compris, ouais, clairement. Je pense que le foie a pris un peu, ainsi que la thyroïde, ouais. Bref, pourrais-tu confirmer mon diagnostic? Ouais, et puis je dirais surtout intestin complètement engorgé, hein, migraine ophtalmique et ainsi de suite. Donc je dirais intestin complètement engorgé. Aussi, j'ai acheté, mais oui, ce que tu dis, oui. Les reins, presque plus que les surrénales, hein, moi je dirais les reins, hein, avec le régime haute protéine, là c'est les reins. Aussi, j'ai acheté dernièrement de l'huile de ricin, je ne peux pas m'empêcher de raconter cette drôle d'expérience. Ah, une drôle d'expérience. Hier soir, j'ai fait un cataplasme d'huile de ricin de la tête jusqu'au cou. Ah ouais. Puis je suis allé au lit et je me réveille avec dans la tête de téléphoner à mes parents pour annoncer quelque chose par rapport à un rêve. Je me lève, je prends le téléphone et là je ne tenais plus debout, plus d'équilibre. Et j'avais comme quelque chose qui me secouait la tête. J'avais commencé à téléphoner, mais c'est comme si j'entendais les sons en décalé. J'ai eu vraiment peur. Et en fait, à ce moment-là, je me suis réveillé d'un coup et j'ai senti ma tête plus légère. Donc en gros, j'ai fait un rêve dans un rêve. Penses-tu qu'il y a un lien avec l'huile de ricin par rapport à des sensations dans ma tête? Ouais, c'est très possible. Ça travaille super fort. Tu sais, l'huile de ricin, on l'appelle Palma Christi, la paume du Christ, la main du Christ. C'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien du tout. Et non, ça travaille très fort. On maîtrise pas du tout l'action de l'huile de ricin. Tu sais, moi, la dernière fois, il m'est arrivé quelque chose. Dans ma grosse élimination, là, il y a eu un soir où je sentais mes poumons particulièrement congestionnés. Hein. Or, moi, là, c'est pareil, ça fait des années que j'ai pas eu les poumons congestionnés. Donc, je me dis, waouh, c'est cool, ça nettoie bien, c'est super. J'ai encore des choses à faire sortir. Puis, j'ai un lourd passif, moi, avec les poumons. Paf. Alors, avant de me coucher, je me mets un méga cataplasme d'huile de ricin. Hop, je m'allonge, je me mets la bouillotte. Mais 20 secondes après m'être couché avec la bouillotte comme ça, d'un seul coup, j'ai senti un afflux de toxines à ce niveau-là, impossibilité de respirer, total, je commençais à m'étouffer, je suis parti en détresse respiratoire, j'ai essayé de me relever, j'arrivais pas à me relever, il n'y avait personne parce que bon, ma femme n'avait pas encore rejoint, donc voilà, mais j'ai vraiment flippé sur le coup. Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction massive de nettoyage. Donc attention aussi avec l'huile de ricin, là j'y suis allé un petit peu fort, moi, par rapport à ce qui était en branle. Donc au niveau de ta tête, ben, ça me surprend que moyennement. Il y a quelqu'un qui m'a dit avoir retrouvé une partie de sa mémoire en 3 nuits quasiment d'huile de ricin placée sur le crâne avec un bonnet. Elle avait des pertes de mémoire par rapport à une partie de sa vie où il y a eu un événement traumatique. Et avec l'huile de ricin, tout est revenu. Donc tu vois, on n'en est pas à ça près. Alors, pour te mettre en joie, une grâce de plus, 3 couples transformés. C'est de MTBJ. Bonsoir Thierry, il a 18 ans, je me paralysais et perdais l'œil gauche.
la sclérose en plaques, suspectée d'après scanner. J'aurai 65 ans en janvier. Grave intox au métaux lourds, grave malocclusion avec vrille mandibulaire. Mon site est l'expression de mon parcours initiatique. Alors ça s'appelle santéglobale.monique.page perso orange. Comme toi, j'ai vécu la descente aux enfers et là, en gras, révélation. Je me nourris sans viande, ni poisson, ni laitage, ni viennoiserie, etc. Et cru depuis environ 5 ans. Je remarche bien et revois bien clair. Alors vous pouvez aller sur le site http://santéglobale.monique avec un c.page perso au pluriel orange.fr santéglobale.monique.page perso orange.fr et vous allez voir cette révélation. Donc sclérose en plaques, on me demande des témoignages, en voilà encore un. Je remarche bien et revois bien clair. Mais depuis que je t'écoute, je ne loupe pas une vidéo. Alors je te salue, Monique. Et ton pseudo, c'est Marina sur Vivre Cru. Ben, salut Monique Marina. Je suis réjoui de savoir ce qui t'arrive. Je suis réconcilié avec les fruits et ma mandibule vrillée t'a retrouvé son équilibre. Trop compliqué pour détailler. Donc voilà, encore une amélioration avec les fruits. Mais ouais, les fruits, le potentiel des fruits. Merci du fond du cœur. Mais ce que je voulais absolument te dire, c'est que 3 couples amis, dont l'un très réticent, se joignent à toi, à nous et regardent tes vidéos pour leur plus grand bonheur. La révélation, la régénération. Ton message, ton rayonnement, ta lumière nous illumine. Nous sommes de la région de Blois, Vendôme, Montois. Une nouvelle vie commence, m'ont-ils dit. Merci, merci, merci. Je t'embrasse. Et je t'embrasse moi aussi, Monique. Je t'embrasse très, très fort. Ah, ça, c'est du message. Boum, boum. Tiens. Ça, c'est les messages que j'affiche à côté du bureau. Comme ça, ça donne la patate. J'en ai toute une kyrielle qui sont affichées. Alors, une question de saison. Merci à Monique. Merci de tout cœur. Regarde où on est. Oh, on a presque fini. Bonjour Thierry. Je vous ai fait une question-réponse comme à la grande époque. Et on va reprendre en janvier. Bonjour Thierry et à tous les autres. Actuellement, dans les 3 semaines, ce week-end, j'ai décidé de jeûner. Super. C'était Max the 2. Max. Mais quelque chose en moi me dit que le jeûne doit être fait en une certaine saison. Ouais. La logique serait pour moi au printemps pour éliminer les toxines de l'hiver, car l'alimentation à cette époque-là ne me permet pas, en théorie, de manger que des aliments riches en calories et en toxines, viande, céréales, féculents. Ma question est, oui, le jeûne doit-il se faire au printemps? Ouais, tu peux, tu le fais quand tu veux ton jeûne. Ah, il vaut mieux jeûner en hiver qu'en été, moi je dirais, c'est plus facile. Parce que moi l'été j'ai envie de crapahuter, j'ai envie de manger des fruits, j'ai envie de sauter partout. En hiver il n'y a pas de fruits, enfin il y a moins de fruits, alors autant jeûner. Ouais, voilà ce que je dirais. Mais non, le truc c'est que, et toujours pareil, l'homme n'a rien à faire dans ces contrées. Donc comme il avait migré dans ces contrées et qu'il n'avait pas une culture du fruit, parce qu'il y a quand même des fruits dans nos contrées, qu'est-ce qu'il faisait pendant tout l'hiver? Il se congestionnait énormément avec tous les produits céréaliers, de la viande, les salaisons et tout. Et donc au printemps ça avait du sens. Maintenant ça a beaucoup moins de sens, on trouve des fruits toute l'année, donc il n'y a pas de problème. Pourquoi dit-on de manger des fruits et des légumes de saison, sans parler d'éthique, juste sur le plan de notre corps? Pourquoi le dit-on? C'est de la connerie. Il n'y a aucun... Enfin, c'est de la connerie. Les fruits et les légumes de saison. Déjà, pourquoi dit-on ça? On dit des tas de bêtises. On dit franchement des tas de bêtises. On peut dire aussi qui aime bien châtie bien, par exemple. Voilà, c'est une énorme bêtise. Après, pourquoi est-ce qu'il faut consommer des fruits et des légumes de saison? Première des choses qui me viendrait à l'idée, moi, c'est de te dire... l'évidence même, c'est que si tu consommes des fruits et des légumes de saison, ça veut dire aussi locaux, la plupart du temps, locaux, donc poussés très proche de chez toi, donc des légumes dont tu vas être sûr du contenu minéral et de la qualité. Ok. Ensuite, des légumes qui sont parvenus à maturité. Mais entre nous soit dit, et si on ne parle pas de critères éthiques, si tu as des tomates qui viennent du Maroc, en plein hiver au Maroc, c'est normal d'avoir de saison de la tomate. Et elles sont parfaitement mûres quand elles t'arrivent, parce qu'elles ont reçu toute leur dose de soleil. Tes tomates du Maroc, elles sont parfaitement bonnes, même si tu les manges en plein hiver. Après, sur le plan éthique, écologique, c'est tout à fait autre chose. Mais voilà, il ne faut pas... Sur le plan physiologique, ce qui est important, c'est qu'un produit soit mûr. S'il est mûr, il est bon. Et l'histoire des saisons, c'est peanuts. Parce qu'on te dit, ouais, il faut manger avec ta saison. Moi, je vais te dire, on n'est pas adapté aux saisons. On n'est simplement pas adapté aux saisons. Il n'y a aucune adaptation physiologique dans le corps humain aux saisons telles qu'on les vit. On est toujours une espèce tropicale. Donc, non. Le jeûne doit-il se faire au printemps? Non. Voilà, Max. Question de la solo. Je me permets de te contacter suite à mon acné qui commence à m'agacer puisque cela traîne depuis plus de 2 ans. Je m'appelle Guillaume et j'ai actuellement 20 ans. J'ai découvert ton site à l'aide de mon père qui est très bio, cool. J'ai pu tester plusieurs traitements contre l'acné administrés par mon dermato, mais je pense qu'il est plus là pour ramasser de l'argent que de s'occuper de ses clients.
c'est ton avis, c'est toi qui le dis. J'ai donc plusieurs questions. Par quel moyen peut-on éradiquer l'acné? Mon alimentation est plutôt saine, entre parenthèses, poulet, riz, pâtes, fruits, légumes, très peu de pain et de fromage et des fois un peu de viande rouge. Comment l'acné fait apparition sur notre peau? Alors tu vois, déjà quand tu me dis que ton alimentation est saine, poulet, riz, pâtes, là je fais ça c'est pas sain. Poulet, riz, pâtes, c'est pas sain. Fruits, légumes, ok. Poulet, riz, pâtes, c'est pas sain. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'acné, Guillaume? Je pense que ton père peut te l'expliquer très très bien, mais c'est toujours pareil. Notre corps, toute sa vie, il va faire en sorte d'éliminer les déchets. Quand ça ne peut pas sortir par une porte, ça sort par une autre porte. Quand ça ne peut pas sortir par les reins, par les intestins, pourquoi? Parce qu'il y en a trop, ou parce qu'ils sont déjà saturés, ou parce qu'ils fonctionnent mal. Eh bien, ça sort par où? Ben, ça sort par la peau, uniquement. Donc, exactement comme pour la personne qui avait une maladie inflammatoire de la peau, je ne sais plus comment ça s'appelle, lymphoïdique, et bien, exactement pareil, favoriser la sortie par les autres émonctoires, arrêter l'apport de matériaux toxiques et favoriser les autres portes de sortie. On avait fait une vidéo avec un gars qui s'appelle Olivier, je crois que c'est au mois d'octobre, Olivier qui raconte son parcours et comment il a guéri son acné avec une cure de jus. Demande à ton père de te la montrer cette vidéo, je pense que ça va vraiment beaucoup te parler. Et c'est vrai que là vraiment au niveau des adolescents, l'acné est un problème récurrent et c'est pour les parents un très bon moyen de parler de physiologie aux enfants pour leur expliquer. Parce que là on a un biais, on a un moyen vraiment de les attirer et de les intéresser. Donc Guillaume, alimentation plutôt saine, ben, tu sais, c'est un peu comme les végétariens qui me disent moi je mange sain. Hein. J'en parlais la dernière fois avec mon ami Corinne Gouget. Hein. Toujours pareil, je lance un appel pour Corinne. Elle a besoin de soutien, il y a des trucs sur Facebook et tout. Soutenez Corinne. Hein. Elle a juste fait l'erreur de l'ouvrir très très fort. Je croyais que les Catalans avaient un sacré tempérament, mais à côté de Corinne, c'est rien du tout, quoi. Voilà, elle a pas peur de dire ce qui est la vérité réelle, c'est-à-dire qu'on nous empoisonne et on nous empoisonne délibérément. Et elle paye très très cher. Elle paye très très cher. Elle a besoin de soutien. Donc vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez taper Corinne Gouget sur le net et la soutenir de toutes les manières, financièrement et ainsi de suite. Elle a besoin de relais, elle a besoin de soutien. Ça serait chouette si vous pouviez le faire. Et ouais, donc on disait avec Corinne, on disait que finalement, moi je le vois en iridologie, la plupart des végétariens dont je vois les yeux, c'est cataclysmique. À la limite, je crois que les normaux mangeurs ont les yeux, ont un état de congestion moindre que les mangeurs végétariens. Pourquoi? Parce que la plupart des végétariens, comme ils ne connaissent pas le fruit, ils se précipitent sur céréales, produits laitiers, soja, pour soi-disant compenser la viande. Parce que alors, la mentalité végétarienne, normale, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, elle est complètement polluée par cette peur de la carence. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais ils se bourrent de céréales, ils disent ah je mange sain, c'est intégral, hein, je mange des céréales complètes. Hein, mais ça c'est peanuts, c'est bidon. Je veux dire, ils sont plus congestionnés encore que les autres parce que pour moi, le blé et les produits laitiers sont des poisons encore plus violents que les produits animaux. Les produits animaux, ils laissent les reins, s'ils sont cuits particulièrement, ils sont très peu biodisponibles, ils sont très acidifiants, mais c'est presque moins pire que le blé et que les produits laitiers. Puis alors le soja, n'en parlons pas, c'est bourré d'aluminium et de fluor, donc neurotoxique majeur. Voilà. Donc Guillaume, décongestionner tout ça, si tu es constipé, il y a peut-être une raison pour ton acné, aller trouver tout ça et aller travailler. Lydia, et puis revenir à des conditions physiologiques, tu as 20 ans, ça va dégager très rapidement, tu dois encore avoir pas mal d'impact. Lydia, bonjour Thierry, merci pour le boulot colossal. Ma question est de savoir, où et quel iridoscope tu conseilles d'acheter, car je vais commencer ma formation en iridologie. Vive la régénération. Alors, où et quel iridoscope? Alors déjà, moi je ne conseille pas un iridoscope. Je considère un appareil photo. Je conseille un appareil photo. Parce qu'un iridoscope, c'est juste pour observer soi-même. C'est beaucoup plus intéressant de prendre une photo avec un appareil photo. Tiens, il est là, mon appareil photo. De prendre une photo, comme ça tu peux le montrer à la personne, tu peux travailler sur les clichés, je trouve ça très intéressant. Alors il y a des iridoscopes avec appareil photo. Moi, simplement un appareil photo, c'est plus léger à transporter. Après, il faut en tester énormément et c'est pas facile. Le mien vient des États-Unis. Pour moi, c'est le meilleur fabricant au monde. Ce côté-là, j'ai attendu, j'ai pris mon temps et j'ai cherché vraiment la personne qui fabriquait les meilleurs iridoscopes pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je connais des gens qui en ont acheté des moins chers et qui n'en sont pas forcément très très contents. Mais bon, le mien, hop là, il y a un support avec. Donc l'appareil photo, il y a l'appareil photo, hop, et il y a le support. Le support, c'est pour mettre la tête.
Et l'appareil photo, c'est pour prendre le cliché. Voilà, je te mets ça. Hop là. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Comme tous les appareils photo d'iridologie, en fait c'est un très bon boîtier réflexe, mais c'est pas n'importe lequel, qui a été équipé, et donc la lumière du flash est captée par ces deux câbles en fibre optique finalement. Il y a une troisième lumière qui se situe là, qui permet vraiment d'éclairer des zones particulières. Celui-là il a une particularité, c'est que tu sélectionnes soit un flash gauche, soit un flash droit, soit deux flashs, ça permet de faire ressortir des reliefs dans l'œil, ça fait des photos extraordinaires. Cet appareil il a un toucher vraiment extraordinaire. Tu as un objectif macro. Tout ça est complètement adapté à l'appareil, c'est pas simplement un appareil avec deux lumières périphériques. Qui plus est, celui-là, c'est vraiment un très très bon appareil parce que les deux bras sont entièrement réglables, ce qui fait que finalement, tu vois, je peux vraiment régler l'inclinaison de mes lumières. Et donc ça me permet voilà, d'aller pointer l'iris, d'aller faire une lumière rasante pour faire ressortir certains détails. Et donc quand on fait vraiment de l'exploration iridologique, c'est juste le pied. Tu vois, tu enlèves ça comme ça, hop là, et ça c'est un boîtier réflexe avec un objectif macro particulier. Et tout le travail de la personne qui prépare ça en iridologie, du fabricant, c'est de monter ça dessus. Si t'intéresse, je peux te donner le nom. En fait, moi j'ai passé... J'ai attendu 1 an et demi pour avoir mon appareil d'iridologie. J'ai pris le temps, je suis allé voir des iridologues, et ainsi de suite. Et vraiment, celui-là, il m'avait été vraiment recommandé par le Dr Morse, mon formateur aux États-Unis. Et je ne regrette pas. C'est John Miles qui fabrique ça. John, J-O-N, Miles, M-I-L-E-S, John Miles Research. Tu contactes John Miles, il est super sympa. Tu vas voir, ils ont énormément de modèles. Alors attention. C'est du matériel pro et c'est du matériel pas donné. Mais quand je donne mes cours d'iridologie, je dis toujours la même chose. Soit vous achetez une caméra chinoise à 300-400 euros avec des petites lumières périphériques et ça fait son boulot. Ça fait son boulot. C'est pas génial, mais ça fait son boulot. Ou même une loupe à 30 euros, ça fait déjà du boulot. On peut déjà bien travailler. Soit il faut casser la baraque. Parce que ça vaut cher. Très très cher. Très 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 cher. Bon, heureusement, c'est l'association qui l'a payé pour pouvoir assurer les stages de niveau 2 et entre guillemets on l'a payé avec la participation au stage, tant mieux parce que moi ça me permet de faire un vrai bon boulot avec. Vous allez voir les personnes qui seront au module 2 à Paris, vous allez voir à quel point on fait un excellent travail avec ça, mais voilà, c'est pas donné, c'est plus de 3000 euros complet avec le support, donc voilà, je comprends que ça soit pas accessible à tout le monde. Allez, on va terminer. Les jus de fruits me causent des douleurs. Lucie, voilà 3 semaines que je suis passé au cru et au jus, j'ai adopté ce régime car j'ai des problèmes de santé, intolérance alimentaire, problèmes de peau, acidose, inflammation, candidose, mauvaise circulation sanguine, mal au rein, infection urinaire, waouh, waouh, waouh. Je suis très motivée et heureuse de ce nouveau régime, mais je me heurte à un problème qui me laisse perplexe. Lorsque je bois mon premier jus de la journée, plusieurs heures après m'être réveillé et après avoir déjà bu beaucoup d'eau, je ressens ensuite dans la demi-heure qui suit de très vives douleurs en haut de l'estomac, dans la poitrine, le cou, les épaules et les bras, ainsi que de légers vertiges, donc des crampes. Il s'agit la plupart du temps de jus de carottes, pommes, poires, betteraves ou de raisin. Ça dure en général un petit quart d'heure. C'est très douloureux. Est-ce que c'est trop sucré pour moi? Je précise que je n'ai jamais eu de problème d'absorption du sucre auparavant. Est-ce que c'est un symptôme de détox? Est-ce un bon signe? Dois-je continuer ou arrêter les jus le matin? J'aurais du mal à te l'expliquer parce que moi-même je ne m'explique pas vraiment ce phénomène. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il est toujours lié à une trop grande vitesse d'absorption des liquides. C'est-à-dire qu'il y a trop de nutriments qui arrivent dans ton corps. Est-ce que c'est un signe de détox? Est-ce que c'est... J'en sais rien. J'en sais strictement rien. Par contre, voilà, je te dis, ça va trop vite et trop fort. Beaucoup trop vite et beaucoup trop fort. Il faut que tu boives ton jus plus lentement. Et tu vas voir que ça va se réguler. Bien boire avant, mais boire ton jus plus lentement. Et ça va vraiment être résolu, Lucie. Allez, on termine avec une question de Rémi qui perd espoir. Suite au conseil de Thierry, je suis l'alimentation crue, légumes et fruits depuis environ 1 mois et 2 semaines. Maintenant, afin de vaincre mon acné rétentionnel sévère. Microkyste et points noirs. Et je ne vois aucune amélioration, même plutôt une aggravation. De plus, je suis fatigué malgré le fait que je mange à ma faim. Je perds du poids et donc plus le moral. J'attends toujours le miracle, mais l'envie de me battre se réduit. Si vous avez le temps de répondre, merci. Je commence à douter sérieusement des recettes miracles. Ah, tu as tort, Rémi. Tu as vraiment tort. Sérieusement. 1 mois et 2 semaines. Par rapport, je ne sais pas quel âge tu as, Rémi. Tu as 20 ans, tu as 25 ans, ça fait 20 ans, 25 ans que tu accumules. Il y a des personnes qui ont un très bon système nerveux et ça va redémarrer tout de suite. Ça va éliminer tout de suite, comme Olivier. Ah, il a des pots. Mais un mois et 2 semaines, c'est rien du tout. Laissez tomber au bout d'1 mois et 2 semaines. De toute façon, je vais te dire.
hein. Concernant l'acné, hein, est-ce que le moindre traitement que tu as fait précédemment a marché? Oui ou non, hein? La plupart du temps, si tu fais ça, c'est parce que ça n'a pas marché. Hein. Donc, est-ce que tu as un autre choix? Alors, je comprends que tu veux y être renforcé. Moi, ce que je vais te dire, aggravation des symptômes, c'est pas un problème. Pourquoi? Ça prouve que ton corps commence à se nettoyer. Et donc, ça peut être naturel de voir une aggravation des symptômes. Tu es fatigué, tu perds du poids, tu es en train d'éliminer. Tu es en train d'éliminer. Peut-être que ça sort difficilement par les reins. Pourquoi? Parce que les reins sont déjà bien saturés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ressort d'autant plus par la peau. Qu'est-ce que je te dirais, moi? Continue, continue, comme ça. Ah, je comprends que ta confiance soit ébranlée. Mais si au premier test, hein, parce qu'on a une idéologie, je vous ai dit, une idéologie, une pensée, une forme de pensée, une forme de culture, qui est une forme de culture de la dégénération, hein, n'en déplaise, c'est ça, c'est une forme de culture de la dégénérescence. Et cette forme de culture qui est vraiment ancrée en nous, eh bien, elle nous pousse à penser que ah, j'ai plus de boutons, donc ça marche pas. Et puis, mais tu seras testé de multiples fois, mon gars. Tu vas être testé de multiples fois au cours de ta détoxination. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre les phénomènes et avoir cette foi chevillée au ventre qui te fait dire mais je comprends ce qui se passe et je passe au travers. Je passe au travers de ce voile d'illusion, de ce voile d'interprétation. Que tu aies plus d'acné n'est pas un mauvais signe, c'est un bon signe, c'est un très bon signe. Ça prouve que ça sort, que ça élimine. Par contre, que ça élimine pas par la bonne porte de manière à ce que ça résolve ton problème esthétique. Les reins, les intestins, mon cas. Les reins, les intestins, le mélange pour la peau, brossage à sec de la peau, et tu saunas, et tu vas voir que ça va se régler tout ça. On a terminé les questions, on fait celles que j'avais pu prendre pour aujourd'hui. On s'est fait un vrai question-réponse et 1h30 le dimanche, si ça c'est pas le luxe. 1h30 que je vais vous balancer pour demain matin dans la joie pour vous accueillir dans ce jour 15. Vous avez vu, toujours beaucoup de questions, toujours beaucoup de réponses, toujours le même regard sur le corps, la même évidence de ces processus de régénération et de cette unique cause de la dégénérescence. Je suis heureux de pouvoir l'illustrer encore et encore et encore pour vous permettre de le transmettre autour de vous. Et vraiment, je vous encourage à ça. Transmettez. On va arriver aux fêtes de Noël. Transmettez, transmettez, transmettez. Parlez-en. Amenez le pavé dans la mare au repas de Noël et commencez à parler de vraie physiologie en apportant des vrais éléments. Je vous remercie pour ça, pour porter cette énergie et ce flambeau, pour porter ce message joyeux de la régénération qui n'est pas qu'une régénération physique. Là, je n'en démords pas. Ce n'est pas qu'une régénération physique dont il y a lieu. Et c'est pour ça que je vous dis, il va falloir aussi qu'on aborde sérieusement les domaines de la régénération sociétale, de la régénération émotionnelle aussi. Hein, on parlera des népios. Népios, on va parler des népios. Et puis la régénération spirituelle aussi. Parce que tout va de pair et vouloir découper la réalité en tranches, ça ne marche pas. Ça rassure personne parce que ça ne marche pas. Je vous souhaite une super belle journée en jour 15 de notre aventure en Terra Incognita. On s'aventure dans une semaine qui va être bien joyeuse. Il va y avoir des invités surprises. Bonne régénération. Même pas 1h30.